Hugo Bélanger, Stéphane Robichaud. Il n'y a rien de parfait. Cet épisode d'Il n'y a rien de parfait a été produit grâce à la participation financière de Services comptables SJR. À la Prairie, pour vos impôts ou tout autre service comptable, c'est Services comptables SJR. Le sujet d'aujourd'hui, la courbe de Laffer. Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Il n'y a rien de parfait. Mon nom est Stéphane Robichaud. Je suis en compagnie d'Hugo Bélanger. Si vous voulez en savoir plus sur nous, juste à visiter notre page Facebook, nos médias sociaux. L'émission tente de vulgariser un thème relatif à des notions économiques, fiscales, comptables, légales, sociales, bref, des sujets parfois complexes que des experts peuvent expliquer, mais qui peuvent être difficiles à vulgariser. C'est simple, un sujet, une discussion, peut-être des clarifications, mais vous savez, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Pas plus que notre compréhension, mais on va essayer d'améliorer ça. Le thème aujourd'hui, la courbe de Laffer. Bien, la courbe de Laffer. C'est quoi la courbe de Laffer? Oui, mais avant, il faut penser un peu c'est quoi la notion d'impôt et de taxation. Parce que n'oublions pas que l'impôt et la taxation, l'impôt, c'était une mesure temporaire quand c'était fait. On l'oublie, hein? Il n'y a rien depuis temporaire, quelque chose de permanent, ou quelque chose de permanent, quelque chose de temporaire. Oui. Bon, et le rôle du gouvernement, un peu, c'est d'aller chercher des taxes pour répartir des biens communs, et ainsi de suite, pour tout le monde. Fait que là, on arrive avec les notions d'impôt, les notions de taxes pour tout le monde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vu la notion de classe moyenne. C'est nouveau là, dans l'histoire de l'humanité. Avant, il y avait vraiment les très, très riches puis un paquet de pauvres, finalement. Fait que là, on a vu la notion de classe moyenne qui a émergé un peu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'impôt peut être grâce à la classe moyenne, parce que s'il n'y a pas de classe moyenne, on ne parle pas d'impôt. Bien, c'est ça. Ça fait que là, on arrive avec de l'impôt. Comment on peut aller chercher de l'argent avec l'impôt et des taxes, finalement. Donc, l'impôt, souvent, on le voit de façon progressive. Hein? C'est plus qu'on gagne cher, plus qu'on va payer de l'impôt et des taxes par rapport à différents produits de consommation. Okay? Des taxes sur des produits de luxe, ce n'est pas la même affaire que des taxes sur des biens peut-être plus essentiels, et ainsi de suite. C'est ce qui nous amène à parler de la loi de Laffer, qui est quoi, finalement? On pourrait penser plus d'impôts, plus gros taux, plus de recettes fiscales. Oui. Bon, ça, c'est sûr. On pense que c'est une corrélation directe. C'est pas nécessairement vrai. Et c'est une petite histoire, en fait. Arthur Laffer, c'est un économiste. Oui. OK? Et l'histoire se passe comme suit. Il est à un dîner avec un journaliste, avec un politicien, une couple de politiciens. Et au cours du repas, il a expliqué aux politiciens que la corrélation entre les taux d'imposition et les recettes fiscales ne sont pas directes. C'est-à-dire, il va falloir qu'on ait un graphique. Je vais vous montrer un graphique. Donc, la courbe de Laffer, c'est une relation entre les recettes fiscales et le taux d'imposition. Ouais. Donc, on va mettre les deux axes, les recettes à gauche, sur l'axe. Puis il était quand même un peu visionnaire, parce qu'on parlait de ça avant la mondialisation, puis avant beaucoup mais cette courbe-là existait depuis le 14e siècle. Oui, exact, c'est ça. Ouais. Donc, les recettes fiscales de l'État, on s'entend qu'avec un taux d'imposition de 0, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Bon, donc si on est sûr de ce point-là que je viens d'indiquer, 0 taux d'imposition, 0 recette fiscale. Ouais. Maintenant, l'autre point qu'on peut se poser une question, c'est à un taux d'imposition de 100 c'est quoi les recettes fiscales? Mais ce sera pas Après ça va être 0 aussi, parce que c'est le range esclavage. On prend la totalité de nos revenus, donc personne ne travaille. Donc, on a 2 points qu'on est sûr sur la courbe de Laffer. 0 impôt, 0 recette. 100 d'impôt, 0 recette. OK? Entre les deux. Bon, là, tu as une courbe. Il y a une courbe. Maintenant, Laffer avait fait une courbe normale, comme j'ai indiqué présentement. Cette courbe normale-là... C'est une courbe normale. Une courbe normale, c'est centré, c'est ça. Bon, une cloche. Une cloche. Pas beaucoup de revenus au début, ça augmente tranquillement, la recette fiscale augmente, augmente, atteint un maximum et se remet à descendre par après. OK? Donc, il avait fait ça sur une napkin, il avait expliqué ça en particulier à Donald Rumsfeld, qui était directeur du cabinet du président Ford à cette époque-là. Il avait expliqué que si on augmente l'impôt, à un moment donné, on est de l'autre bord de la courbe et on baisse les recettes fiscales. Donc, de baisser les taux d'imposition augmenterait. On reviendrait dans le sens
inverse sur la courbe pour arriver à un potentiel maximum. OK? Donc, et c'est ce qui a été appliqué d'ailleurs par l'administration Reagan. Et effectivement, les recettes fiscales ont augmenté en baissant les impôts, parce que les impôts étaient très élevés, les taux marginaux étaient très élevés. Donc, il y a deux. C'est pas, comme j'ai dit, ça n'a pas été inventé par Laffer, c'est quelque chose qui est au 14e siècle. Pas, ça se découvre. C'est ça se découvre, effectivement. La courbe elle-même n'est pas nécessairement sur une forme. Parce que. C'est controversé par moment aussi. Oui, c'est controversé. Je veux dire, il y a du monde qui disent que ça ne marche pas nécessairement, que je veux dire, il y a de l'idéologie derrière ça, que le point central, il est nébuleux un peu, il peut se promener. Il y a deux effets. Il y a deux effets d'augmentation ou baisse des impôts. Il y a un effet arithmétique. Ouais. Naturellement, on augmente l'impôt, on aurait plus de recettes. Ouais. Mais il y a aussi un effet économique. L'effet économique, lui, c'est un découragement face au travail. Oui, exactement. Les gens veulent moins travailler, ils disent pourquoi je ferais des heures supplémentaires et ainsi de suite. On l'entend tout le temps, ça. Ouais. Pourquoi ils me prennent toute ma paye si j'en fais plus? Ça, Bon, c'est classique. Ouais. C'est jamais le cas parce que les taux d'imposition au Canada au maximum sont à 53 Donc, ça peut être. On peut avoir un effet immédiat. Tu vois l'effet immédiat sur ton chèque de paye, mais à la fin de l'année, dans ton rapport d'impôt, tu vas récupérer. Donc, il y a des leçons, par exemple, à tirer de ça. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un espace, un endroit où l'impôt est tellement cher que ça décourage et ça motive dans le sens d'éviter l'impôt. Ouais. Il y a des gens on le voit d'ailleurs avec... C'est tout le débat sur l'évitement fiscal. Non, plus que ça même. On voit des athlètes, des comédiens changer leur pays. Oui, mais là, c'est une autre réalité aussi, comme les capitaux se promènent de pays en pays. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent... plusieurs pays offrent des meilleures conditions, et ainsi de suite. Fait que là, on se transfère là-dessus. Oui. Mais par exemple, c'est Gérard Depardieu qui s'est du jour au lendemain devenu russe. Oui. Parce que l'impôt était trop élevé. Il y a beaucoup d'athlètes aussi. Oui, on peut les nommer. Mais c'est un peu la leçon qu'il faut tirer. Il y a un range où c'est prohibitif. L'impôt devient tellement élevé que l'impôt mange l'impôt. Ouais. Donc, c'est un peu l'expression qui est utilisée. Fait qu'il faut faire attention. Maintenant, le haut de la courbe, le moment où on passe de l'autre côté, c'est ça qui est difficilement identifiable. C'est dur à identifier et c'est très culturel. Culturel, il y a de la politique aussi qui est là-dedans, qui va rentrer. Bon, parce que quand on tombe dans ce qu'on appelle le prohibitive range, ou ce que c'est prohibitif au niveau de l'impôt, c'est l'économie souterraine qui s'est établie. Il y a des pays où effectivement, c'est arrivé, où ils sont passés de l'autre côté, la Grèce, l'Italie, où vraiment l'économie souterraine est quasiment plus grande que l'économie officielle. Légale, c'est ça. C'est ça. Les reproches. Il y a des reproches qu'on peut faire. Justement, c'est trop simple. Ça serait trop simple de juste dire on va baisser l'impôt, on va avoir plus de recettes. Parce que c'est pas aussi simple que ça. La courbe n'est pas normale. La courbe est basée sur du culturel, de l'élasticité aussi, parce qu'on ne peut pas changer nos comportements du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas très opérationnel. On ne peut pas dire on bouge d'1% puis on va avoir un résultat X. Il y a de l'impôt, puis il y a les taxes aussi. C'est deux affaires qui arrivent des fois en corrélation, en choc entre les deux, parce que ce n'est pas la même façon de voir. Une taxe, c'est fixe, tandis que l'impôt, ça peut être progressif. Mais l'approche, là, en plus, ce n'est pas confirmé avec des données économétriques. C'est basé exclusivement sur le fait d'une élasticité qui n'existe pas. Il y a un optimisme d'élasticité, donc de capacité de changement de comportement en fonction des taux d'impôt. Ce n'est pas vérifié par aucune étude. Ils ont vérifié, l'OCDE, c'est quoi l'élasticité des gens par rapport à l'impôt. Ça se situe entre 0,2 et 0,4. Donc, ce n'est pas 1. Non. À 1, on bouge d'1%, on perd 1% ou on gagne 1%. Mais c'est 0,2, 0,3, 0,4. Donc, c'est l'estimé qui fait encore autorité. Là, ça date de 78. Mais 78, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps, mais c'est des lois. La mobilité a augmenté beaucoup plus depuis ce temps-là. Puis bon, les transferts. Mais il y a trois philosophies vis-à-vis juste de cette situation-là. On peut vouloir maximiser les revenus de l'État. Pas nécessairement le meilleur choix. Non. On peut vouloir minimiser les dépenses de l'État. On veut optimiser les deux. OK? C'est un choix de société, à quelque part.
Parce que quand... On est quasiment rendu dans la gauche, le centre et... oui, c'est carrément de ça. C'est de ça. Parce que on va le mettre sur le schème. Maximiser les revenus de l'État, c'est la gauche parce qu'on peut redistribuer. C'est ça. Diminuer selon leur paradigme puis leur choix. Ça, paradigme. Ouais. Minimiser les dépenses de l'État, on est à droite. À droite, dans le sens qu'on laisse le libre marché et ainsi de suite. Optimiser, c'est le centre. Exact. C'est le centre. Mais c'est un choix de société. Ouais. Parce qu'à quelque part, maximiser les revenus de l'État, il faut que ça soit toujours fonction des services qu'on veut que l'État rende. Ouais. Si on veut que l'État rende... Et que l'État rende des services productifs. Oui, mais si on veut que l'État rende X en fait de niveau de service, ce X-là correspond à un niveau de recette fiscale qui n'est pas nécessairement le maximum. Ouais. Okay? Donc, c'est une question à se poser. C'est quoi le niveau de service qu'on veut avoir de l'État? Et là, à partir de là, on peut décider, on augmente-tu des impôts? On est-tu capable d'augmenter des impôts? Ouais. Parce que si on augmente, on peut baisser nos recettes. Puis ça revient tout le temps à faire des choix, de savoir qu'est-ce que les choix veulent faire, qu'est-ce qu'on veut avoir comme société, comme choix. Puis ça, c'est nos gouvernements qui décident qu'est-ce qui est bon ou pas correct là-dessus. Absolument. Puis on a les gouvernements qu'on mérite, les gouvernements qu'on choisit. Décidément. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine.